Rav Dreyfus, 26 décembre 2017. Voilà, bonjour. Donc on va ce matin essayer ensemble. On va essayer ensemble un petit peu d'apprendre un petit peu ce que c'était Rav Steinman. C'est Rav Steinman dans son testament Satsava, il a dit qu'il ne veut pas qu'on fasse des spedim, d'oraison funèbre. Rav Kanevsky, il a dit il faut apprendre de ce que Rav Steinman était, à notre niveau bien entendu. On n'a aucune idée de l'envergure, de la dimension de ce que c'est qu'un géant de la Torah. Rav Steinman était incompréhensible pour un... Je parle personnellement, j'ai à peu près 30 ans, très souvent, énormément de fois, je l'ai sollicité, j'ai pris conseil chez lui. On ne peut pas comprendre. Pour faire un espèce, il faut comprendre, il faut connaître. Mais les choses qui, pour nous, doivent être un enseignement. C'est-à-dire qu'il a dit qu'on doit apprendre moi je rajoute à notre petit niveau, à mon petit niveau, ce que Rav Steinman nous a laissé. Donc, il ne s'agit pas de dire sa grandeur, je ne suis pas capable. Je sens un grain de poussière par rapport à Rav Steinman, donc on ne peut pas parler de sa grandeur parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas les moyens si quelqu'un est face à un arbre, on peut encore imaginer, mais quelqu'un qui est face à une montagne, lorsqu'il s'agit d'un... tout en bas et il regarde en haut, il n'arrive pas à voir le sommet. Nous aussi, on ne peut pas voir le sommet, pas comprendre, mais des choses qu'on doit apprendre. Il y a une chose chez Rav Steinman qui était essentielle, c'est tout ce qui était Ben Adam Chavero, le relationnel avec l'autre. Avec sa grandeur, chez lui, c'était la priorité des priorités, tout ce qui était Ben Adam Chavero. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que c'est assez important de voir que quelqu'un qui est tellement grand, il se soucie de choses qui paraissent tellement petites, tellement infimes. J'ai un ami, il a eu un garçon, et il fallait donner un nom à ce garçon. Il y avait deux grands-pères qui étaient niftar dans la période qui précède la naissance, et un oncle en Amérique sur lequel il avait une dette de reconnaissance, mais bon, c'était pas son grand-père. Bon. Il a demandé à Rav Steinman d'après qui nommer le bébé. Bon, les grands-parents, enfin, il y avait plus de grand-mère, il y avait que donc grand-père et deux grands parties, et plus de grand-mère. Par contre, chez l'oncle, il y avait encore la tante. Rav Steinman a dit, quoi, là-bas il y a une veuve. Mais quel est le doute? C'est évident que tu dois appeler, bien que c'est pas ton grand-père, mais comme ça va réjouir une almana, ben ça passe avant tout. Une autre histoire liée à Brit Mila, il y a un certain temps, il y a un mois, il est venu examiner un bébé le soir qui précédait la Brit Mila. Et il a dit au papa, regardez, votre fils n'est pas en bonne santé, moi je ne fais pas la Mila demain,
Je vous conseille d'aller rapidement à l'hôpital. Bon. C'est qu'un trésor, il vient sculpter le bébé. Bon, il dit, il n'est pas en bonne santé. Il est allé à l'hôpital. Les médecins vont sculpter. Ils ont dit, dites à votre moelle qu'il arrête de s'occuper de questions médicales, votre gosse est en bonne santé. Bon. Alors le papa, il a dit, écoutez, c'est un moelle qui a voulu l'expérience, essayez de mieux examiner. Bon, ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort, que c'est le moelle qui avait raison. Ce gosse avait une malformation cardiaque très grave. Heureusement qu'ils n'ont pas fait le brit. J'allais consulter des grands cardiologues et il s'avérait que il devait passer une opération très difficile et ça ne pouvait pas passer en Israël, seulement en Amérique. Et l'état de l'enfant s'est dégradé. Ça ne voit le Rav Firer. Et le Rav Firer dit qu'on ne peut plus le transporter. Il est trop malade. Au pire en Israël on ne pouvait pas. Le transporter c'était pas possible. Ça me l'a Steinman. Je lui ai dit que si il y a une possibilité médicale d'opérer en Amérique, c'est ça la volonté de la Kadosh Baruch Hu, il faut le faire, il faut partir en Amérique. Ah, Rafir, il faut partir. Ils sont partis, l'enfant a été sauvé, il est revenu. Donc, au bout de 6 mois, l'enfant était prêt pour le Brit Mila, et donc le père, par reconnaissance, est venu chez Rav Steinman lui dire, voilà, je voudrais que vous soyez le Sandak. Il a refusé. Il a dit, écoutez, on vous donne l'enfant. L'enfant, il est, grâce à vous, il est pris sur vous qu'on parte quand même, etc. Il a refusé de dire, regarde, tu avais déjà prévu un sandak, c'était la veille du Brit Mila que le médecin, tu avais déjà prévu un sandak. Hein? Mais si tu ne le prends pas, ça va lui faire mal au cœur. Moi, je ne suis pas prêt de sandak. C'est lui que tu avais choisi à l'époque, c'est lui qui te donne le sandak. Bedanam Chavero. J'ai un ami à Bnei-Brak qui s'appelle Rav David Schreiber. C'est un grand ami Chacham. C'est toute une histoire, la famille Schreiber, mais je ne vais pas vous la raconter maintenant. C'est un des 2 bénévoles qui dirige Koupataïr. Bon, il devait marier il y avait une fille qui devait se marier. Et il cherchait un appartement. Les appartements Bnei-Brak sont hors de prix. Il y a un copain qui lui dit, regarde, il y a une affaire. Bon, un appartement avec un... Bon, c'est pas le top, mais un appartement. Bon. Alors, Chavé a dit à sa fille, va voir si ça te plaît. Bon, le prix, c'était une affaire. L'appartement, ça correspondait, bon, encore une fois, on ne cherche pas le ministère du minimum vital. Mais la fille a dit à son père, pour moi, c'est un rêve que je puisse habiter à Bnei-Brak à ce prix. J'ai un problème, dans le même bâtiment, j'ai une amie qui n'arrive pas à se marier et elle a sa grande sœur aussi qui n'est toujours pas mariée. Je ne sais pas quoi faire. Je vais acheter là-bas. La pauvre, chaque fois, elle veut me voir. Hein, elle et sa sœur vont me voir. Qu'est-ce que je fais? Bon, Rav Schreiber, je ne sais pas. Il a ses entrées. Il a chez Rav Kanievski. Rav Kanievski, vous savez, c'est quelqu'un qui répond tous les jours à des questions de vie ou de mort, de médecine, de tout. Comment est-ce qu'il répond? On ne peut pas, Rav Kanievski, on ne peut pas comprendre sa grandeur en Torah. Regarde, chaque jour, le soir, il a une idée sur l'emploi du temps. Il a les chovot, les dettes. Il apprend tous les jours 7 ou 8 pages de Bavli, le Talmud de Bavel, plus du Yerushalmi, plus Shulchan Aruch. Chaque année, il termine le chasse, Bavli, Yerushalmi, Shulchan Aruch, et patati patata. C'est quelqu'un qui, bon, alors, quand il a fini sur ce qu'il doit étudier, il va dormir. C'était pour le Netz, il dort pas beaucoup. Après le Netz, il va dormir. Un matin, c'était pendant les 9 jours. 9 jours d'habitude, il termine Maseret Yevamot. Parce qu'on fait un sioum pendant les 9 jours, on a le droit de boire du vin. On ne boit pas de vin les 9 jours, mais si on fait un sioum, on a le droit de boire du vin. Bon. À 9h30 du matin, lorsqu'on le réveille, il appelle
son petit-fils, Rav Gdalia Onigsberg, je donne le nom, c'est un ami à moi, donc c'est une histoire vraie, c'est pas... Bon, il dit, regarde, amène du vin, je dois faire un sioum. Alors Rav Gdalia dit, ça va, il va mot. Sur Vamot, non. Pas Ivamot. C'est pas encore, c'est demain après-demain. Sur Brachot. Je viens de terminer pendant le sommeil d'étudier Brachot. Pendant le sommeil, il s'est réveillé. Comme j'ai terminé tout Brachot, il faut que je fasse un sioum. Rav Gdalia nous a dit à Rav Kanievski, bon, faire un sioum, d'accord, mais du vin sur une étude dans le sommeil. Bon, après, il a accepté, il dit, bon, je vais prendre du Resek Tapuretz, la compote de pomme. Il a fait les sioux sur la compote de pomme. Ça, c'est Rav Kanievski. Donc, Rav Schreibet a demandé la question à Rav Kanievski, il lui a demandé, qu'est-ce que je fais? Ma fille va acheter dans ce bâtiment, c'est une occasion, ça c'est habité dans un coin perdu, loin de Débrak, et là, mais dans le bâtiment, il y a deux de ses amis, une très bonne amie et 55, ils ne sont pas mariés. Est-ce qu'il y a un problème? David il répond, tchic-tchac, il réfléchit, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Il faut que tu ailles demander à Rav Steinman. Bon, il y a Rav Steinman. J'ai dit, écoute, c'est vraiment dommage de ne pas acheter un appartement comme ça. Parce que tu ne l'achètes pas, ça va être un homme d'affaires qui va l'acheter, il va le revendre 500 000 shekels plus cher, ou un agent immobilier, c'est dommage. De l'autre côté, il faut l'acheter, mais il ne peut pas habiter là-bas. Il ne peut pas habiter là, mais tu vas prier pour que les deux amis se fiancent. Et Rav Steinman de Sabracha, les deux se sont fiancés. Voilà. Je n'ai pas les détails. Rav Steinman, pendant des dizaines d'années, c'était le Rosh Shiva de la Shiva Ktana de Ponevitch. On parlera peut-être plus tard de ce que c'est la Torah chez lui. Donc c'était un éducateur. Bon, c'était... Mesdames, Shiva Ktana, de 14 à 17 ans, c'est l'âge le plus difficile. C'est l'âge de la révolte. C'est pas parce qu'on met un chapeau et un costume qu'ils commencent à... c'est très dur. Croyez-moi, ils sont pleins d'énergie et s'asseoir toute la journée étudier, c'est difficile. Bon. Un jour et deux comme ça, c'est des gosses. Bon, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Je sais pas, qui sont disputés. Il y en a un qui s'est enfermé dans le Cheder Shiur, dans la salle de cours pour acheter un DVD des cours. Bon, il s'est enfermé. Et arrivant du cours, Rav Steinman arrive là-bas avec des bachorim, il frappe à la porte, et le bachor ne veut pas ouvrir la porte, le garçon. Alors c'est comment il dit, mais Rav Steinman, ça, tiftach. Non, mamie lachem. Je ne vous crois pas, vous racontez des histoires. Bon. Ils ont insisté, Rav Steinman est en train d'attendre. Bon, quelques minutes, il a compris, et que, bon. Et lorsque il a ouvert la porte, qu'est-ce qu'il a fait Rav Steinman? Il s'est tourné pour ne pas voir qui c'était le bachor. Pour ne pas voir qui c'était le bachor. Pour que le bachor n'ait pas honte de Rav Steinman. Rav Steinman n'a jamais vidé un garçon de l'Yeshiva. Jamais il a vidé un garçon. Jamais. Un jour, il y a un groupe, il y a des garçons là-bas, je ne veux pas employer des termes difficiles, mais vraiment, ils sont loin d'être sages. Vraiment bon, vous comprenez ce que je veux dire, peu importe. Il y a quelques garçons qui ont incendié le groupe électrogène de la Yeshiva un vendredi. C'est vraiment bon, Et là aussi, Rav Steinman ne les a pas mis à la porte. Alors, dans la maison de Rav Steinman, au-dessus, il y a un gendre de Rav Eliashiv qui garde en haut. Il a un fils, un blipé. Bon. Et puis, il a demandé à la rabbinite, mais il prend des risques. C'est une vieille histoire, le groupe électrogène. Aujourd'hui, tous ceux qui ont mis le feu aujourd'hui, c'est Tamir Chachamim. Tu vois,
C'était jeune, la tête des... bon. Il dit, il est là, mais comment est-ce que le Rosh Yeshiva prend sur lui de tels... c'est risqué des garçons comme ça, de ne pas les mettre à la porte. Elle a répondu, mais tu savais combien il pleure et combien il prie pour ces garçons. Combien Rav Steinman pleure et prie pour ces garçons pour qu'ils restent dans le droit chemin. Il y a un jour, un Rosh Yeshiva, il est venu prendre conseil avec Rav Steinman sur un garçon qui faisait des gros problèmes à Yeshiva. Alors Rav Steinman dit, comment s'appelle la mère de ce garçon? Alors je suis un peu Maman Kesher, ça veut dire quoi qu'on appelle la mère de ce garçon? Je sais pas, quel rapport, il fait des bêtises. Mais je ne comprends pas. Tu pries même pas pour ce garçon? Tu connais même pas le nom de sa mère? Il fait des bêtises, tu pries pas pour ce garçon? Rav Steinman était en Amérique. Ils ont annoncé que l'avion avait du retard. 2 heures. Alors c'est ce qui l'accompagne, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils ont regardé, mais vous avez déjà acheté des cadeaux pour vos enfants? Vous étiez en route, il faut ramener des cadeaux. À quoi il pense Rav Steinman? Lorsque c'était tout très gênant de frapper à la porte de Rav Steinman en dehors des heures des heures officielles que vous recevez, parce qu'il ouvrait lui la porte. Il terminait sa soirée d'études et après il recevait le calme entre minuit et 1h du matin. À 4h du matin, il commençait un cours sur Gemara Choulin. Alors celui qui était avec lui, il a dit, les gens à 1h du matin quand ils frappent à la porte, il dit, peut-être qu'on change la porte en bois et il met une porte pladelle comme ça en métal, comme ça pas chaque bruit va... C'est seulement si j'insiste. Alors je dit, comment est-ce que je peux faire un truc comme ça? On est à Bnei Brak, il y a l'hôpital pas loin, si jamais il y a une femme qui doit accoucher, qui a un problème, que le mari veut que je prie pour sa femme, il va frapper à la porte métallisée, j'entendrai pas. Avec la rabbinite, allez à Shalom. Rav Steinman fait des dizaines d'années qu'il a le hall de Klal Israël sur ses épaules. Depuis que Rav Shach est parti, même avant déjà, mais bon, les gens, c'était l'adresse, tout Bnei Brak, bon, tous les jours. Alors que lui, bon, je n'ai pas commencé à parler de ce qu'il mange. C'était, bon, parler de lui, sa distance avec le Lamazé, c'est pas pour nous, on ne peut pas comprendre ça. Tous les jours à 4h30, il avait terminé sa réception. Qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait à 4h30 de l'après-midi le petit déjeuner de la rabbinite. 2 tranches de pain. Il y avait des moments où il n'avait pas la force de couper le pain, il demandait quand même de couper le pain. Mais celui qui tartinait avec du beurre, il mettait des olives, le préparait, il mettait au frigidaire, pour que le matin, la rabbinite fasse son petit déjeuner. Pendant des années, Rav Stein faisait ça. Tous les matins, lorsqu'il était en Chutzlat, après la tfila d'Amérique, il téléphonait à la rabbinite, demandait comment est-ce qu'elle va. Tous les matins. Un jour, il était en Amérique. On s'imagine, aller en Amérique. Vous savez qu'elle est 90 ans, 95. La dernière fois qu'il est parti en France, il avait à peu près 100 ans. Donc il était tourmenté. Pourquoi? Parce qu'au retour, le vol qui a été prévu les obligeait à faire la prière de Shachrit dans l'avion. Pour lui, c'était insupportable de faire comme ça, prier dans l'avion. Il y a beaucoup de choses, et pour lui, c'était très difficile. C'est qu'on a entre l'Amérique et Israël, donc ça va très très vite. Bon, ils ont trouvé une solution qui fasse une escale à Londres et qui fasse la tefila à l'aéroport de Londres. Mais ça a impliqué qu'ils arrivent un jour plus tard en Israël. Alors, tout le monde était content qu'ils aient trouvé cette solution. On a dit, écoutez, je suis désolé, mais il faut d'abord que je demande à ma femme si elle est d'accord, je reviens un jour plus tard. Hein? Ouais, à quoi un jour, d'abord il quittait jamais la maison.
quitter la maison, il faut comprendre. Parce que Rav le quittait, il y avait toujours des personnes qui l'accompagnaient. C'était pas n'importe qui, c'était des très grands rabbinim, etc. Et il marchait doucement, c'était une personne très âgée. Chaque fois qu'il était prêt à quitter, il arrêtait un instant, attendait, il allait dire au revoir à sa femme, lui dire où est-ce qu'il va. Il ne quittait pas, ce rocher m'attend, cette personne m'attend. Un jour, il y avait comme ça énormément de monde qui attendait, et on parle de gens très rachevés. D'un coup, son petit-fils l'appelle, la rabbinite a besoin du Rosh Yeshiva. Qu'est-ce qui se passe? Elle a reçu une almana, et elle en avait un souci. Donc, en plein milieu de ce qui était il a reçu le monde, il a tout arrêté, il s'est assis avec la rabbinite et cette almana pour entendre exactement. On a parlé pour l'instant de Ben Alman Chavero. Ben Alman Chavero, et c'était son souci premier. C'était comment est-ce que l'autre va réagir. Mais il y a un autre message qui est hyper important, qui est pour nous tous. Rav Stein, c'était la Torah. C'était Kulo Torah, entièrement de la Torah. Que de la Torah, encore la Torah, que de la Torah. Il vivait pour la Torah, il avait une grandeur, une envergure. Sa connaissance de la Torah, ces dernières années, il ne pouvait presque plus lire, il ne pouvait presque plus voir. Donc il y avait quelqu'un qui lisait devant lui la Gemara, et lui par cœur, et lorsque l'autre faisait une erreur, il le corrigeait. Sans le... Rav Steinman, il a été marbé Torah, il a fait que dans le monde, il y a aujourd'hui énormément de Torah. Son premier souci, c'était qu'il y ait de plus en plus de yeshivot, de kolélim qu'on étudie. Je reviendrai sur la France dans quelques instants, mais de manière générale. Dès qu'il pouvait, il poussait les gens à aider les langues des Torah. C'est inimaginable le nombre de personnes qu'il a aidé personnellement. Un jour, il y a comme ça un donateur américain qui a dit « Moi, je suis prêt à donner $1 million au yeshivot à condition qu'on m'offre une montre dans laquelle il sera gravé par Rav Steinman lui-même Beshat Tova Mutzlachat. À la bonne heure. » Bon. C'est un peu du tout fait, mais Rachel a entendu ça, a dit « Moi, quoi, grâce à moi, il y aura $1 million pour les yeshivot. » Bon, mais il faut graver. Hein. Il y a quelqu'un ici qui peut graver. Bon. Rachel a dit « Je veux le faire. » On a amené un graveur à la maison avec son appareil. Il a appris à Rav Steinman à graver. Rav Steinman a gravé la montre de Beshat Tova Mutzlachat. Pris $1 million. Rav Shach, quand on posait une question à Rav Shach au niveau de la halacha, il disait, allez demander à Rav Steinman, Rabban Leib, lui il connaît les 4 chalkei Shulchan Aruch, les 4 volumes Shulchan Aruch parfaitement, tout ce qui est halacha. Il faut lui demander à lui. On va parler de la France un petit peu, parce que je pense que vous savez toutes que la relation particulière qu'avait Rav Steinman avec la France, personnellement je peux témoigner, j'ai sans doute consulté des centaines de fois pour la France. Il était au courant de tout, pratiquement jusqu'à Sukkot, à tous mes voyages. J'étais au courant de mes voyages, où j'allais, il posait des questions. J'ai passé un Shabbat, avec tout ce que j'ai fait, j'ai fait Rav Steinman bien entendu, et je devais faire un Shabbat à Nazareth et au Tournai, c'est 2 grandes synagogues consistoriales.
Bon. Et il y a un problème par rapport à ces synagogues de manière dont elles ont été construites. Alors j'ai demandé à Steinman, est-ce que j'y vais pas. Tous les détails, chaque point, il rentrait au fond du problème. Quel cercle enseigner, quel cercle pas enseigner, quoi dire, quoi pas dire. Lorsque Raштайн la première fois en France, il y a 12 000 personnes qui sont venues au Louvre le recevoir. 12 000 personnes. Quand même assez impressionnant pour la France. Qu'est-ce qu'il a fait en France? Il a changé la France. Là où il est allé, il a demandé une chose. J'ai demandé ce matin à mon ami Ravelia Ouzan. Je lui ai dit à quel âge les garçons en France vont étudier à la Yeshiva. Il a dit 17 ans, 18 ans, le bac, le bac. Il dit c'est dommage, 3 ans, comme ça sans étudier. Il est allé en France, il a exigé ici votre note. Fasse pas le bac en France. La France c'est plus du bac. Le bac ça sert à rien. Vous savez, une fois qu'on l'a, il sert à rien. C'est absolument stupide. Mais les gens, le bac, c'est une révolution pour le français. Une claque. Partout il allait. Paris, Marseille, Aix-les-Bains, Strasbourg, Yeshiva, Ktana. La rabbinite était très malade, Steinman. Et il a dit, voilà, ils veulent que j'aille en France. Et il dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? Tu as tellement de travail ici, tellement de choses aussi. Steinman dit, je me dis qu'après 120 ans, si on me dit, Arnu de Leib, si tu étais allé en France, peut-être il y aurait eu un juif. La question, c'était pas aller en France, la question, c'était aller à Strasbourg. Il y avait déjà un périple qui était, mais Strasbourg, il y a un doute, aller ou pas. Est-ce que s'il y a un juif à Strasbourg qui, grâce à toi, va mieux prier, et à cause de ça, tu ne vas pas aller? Pour qu'un juif prie plus, prie un peu mieux à Strasbourg, un vieillard de 95 ans. Alors la question c'était parce qu'il prend un petit avion c'est pas très stable. Mais bon, un juif va prier mieux. Mesdames, seulement c'est bien beau raconter des histoires. Nous les Français, on doit apprendre à changer. C'est bien beau, vous savez, les Français, les brachot, ça ils adorent. Waouh, on va demander une bracha. Un gadol, c'est peut-être aussi une bracha, mais c'est avant tout dat Torah. C'est quoi dat Torah? C'est comme expliquer ce que ça veut dire dat Torah. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, le hesped qu'a fait Rabbi Yaakov Galinsky à la synagogue d'Ivre Shir à Bnei Brak sur le Stapler. Il a expliqué c'est quoi Dat Torah, comprendre ce que c'est Dat Torah. On essaie de voir à l'horizon quelque chose, on n'arrive pas à voir, mais c'est lumière, on ne rapproche pas moyen. Si on a un meilleur, tu vois, non, un autre copain encore, on a 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, personne n'arrive à voir ce qui se passe à l'horizon, c'est trop loin. L'organisme a expliqué c'est quoi Dat Torah, on a amené un vieillard tout petit, tout faible, et lui il nous dit ce qu'il y a à l'horizon. Lui il est capable de voir plus loin que nous. Dat Torah, c'est comprendre que au-dessus de nous, c'est pas de la Kabbalah, c'est pas du mysticisme, c'est la force de la Torah. Quelqu'un qui de toute sa vie n'a que la Torah en tête, il a Dat Torah. La Torah, c'est quelque chose qui nous contraint, qui nous oblige. Ah, il ne faut pas faire le bac, on ne le fait pas. Ah, ben, si c'est Dat Torah, on ne le fait pas. Ah, et alors, elle n'a pas ça, patati patata. Dat Torah. C'est pas pour les Martiens, c'est pour les Français aussi. Accepter le concept de Dat Torah. Il y a des gens, des Français, encore cette semaine, il y a comme ça, quelqu'un me dit, mais pourquoi ça nous donne des rabbinim? Il y a les sites internet, Rahman al-Islam. Les pauvres. Et aujourd'hui, regardez, je vous donne une statistique très intéressante. Il y a aujourd'hui alors que les choses soient claires, chez Rav Steinman,
tant que Bachou, j'ai eu le bonheur d'étudier à plusieurs reprises à Grand Soloveitchik, à Zurich. Et arrivé là-bas, tous les rabbinim de France. Moshe Soloveitchik, Rav Steinman étaient liés. C'est pas amitié, c'est un thème trop faible. C'était le match d'idées nefesh. Une fois que Moshe Soloveitchik nous a quittés, ce qui se passe en France, ça se décidait. Chazonish numéro 5, l'adresse de Rav Steinman. C'est là-bas que c'est décidé. Les rabbinim de France, tout le monde. Rav Sitruk, avant d'accepter de se présenter au poste de Roi de France, il allait chez Rav Shach. Il a posé toutes les questions. Et après, je ne sais pas le nombre de fois qu'il était chez Rav Steinman. Même M. Mergui, le lendemain de son élection, il était Chazonish numéro 5. Les choses qui concernent la Yiddishkeit, le judaïsme de France, Chazonish numéro 5. Maintenant, il y en a qui écoutent et font, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Je précise, je vais mentionner une institution en France, je n'en fais pas partie. Je n'ai pas appris là-bas, je n'ai jamais été payé, je fasse des cours là-bas. C'est l'institution de Rav Katz, de la rue Pavée à Paris. Je suis israélien, ça fait 45 ans que je suis en Israël. J'enseigne là-bas, j'enseigne dans d'autres cercles aussi. Donc ne croyez pas que Rav Katz me donne de l'argent pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Rav Katz, pour lui, la Torah, c'est ce qui est couvert, c'est ce qui compte. Il y a à peu près 2 semaines avant la ptira de Rav Steinman, il y a 6 semaines, c'est un mois, je ne sais pas, il y a eu un dimanche en France 2 événements. Je vous donne les 2 statistiques, vous allez pas réfléchir ensemble. Les élections consistoires, il y avait quelques dizaines de candidats. Il y a en région parisienne autour de 350 000 juifs. Il y a des centaines de synagogues. Il y avait donc des candidats au consistoire, ceux qui vont gérer. C'est pas n'importe quoi le consistoire de Paris, c'est beaucoup de juifs. Ça c'était pas en journée. Toute la journée, les bureaux de vote étaient dans toutes les synagogues consistoriales. Pour voter, il faut avoir fait un don à la Torah ou être à jour avec ses cotisations. Il y a pas de, tout le monde peut voter pratiquement, il suffit bon. Sur les 350 000 juifs de région parisienne, combien sont allés voter cette année? 3500. Et c'est gratuit. Le soir même, il y avait le gala au salon Doc Pullman des institutions de Rav Katz. Il fallait pour rentrer là-bas, j'ai en publicité entre 500 et 600 euros. Il y avait plus de 1000 personnes qui ont payé. 2 statistiques quand même. Le vote est gratuit, ça devrait concerner les gens, 3500 euros. Et il y a plus de 1000 personnes qui ont payé. C'est-à-dire qu'on voit la Siyata d'Ishmaïa quand on écoute ce que c'est la Torah. Ça c'est l'avenir du judaïsme de France, c'est ceux qui acceptent la Torah. La Siyata d'Ishmaïa. Ah, ça plaît pas, on accepte. Mais la Torah aussi, d'un côté une histoire que j'ai entendue, je vais parler de ceux qui habitaient au-dessus de le genre de Rav Elyashiv, il habitait au-dessus de Rav Steinman. À côté de Rav Steinman, il y a la famille Loewenstein. Shlomo Loewenstein, c'est un orateur hyper célèbre, c'est un neveu. Il a raconté. Un jour, il y a un garçon comme ça qui tournait mal, qui est allé chez le Mashbach, chez le secrétaire particulier de Rav Steinman. Il a dit, je veux rentrer, je pose des questions, mais laisse-moi, ne me casse pas, et puis je vais être... Bon, ok. Il va chez Rav Steinman, il rentre chez Rosh Yeshiva. Ima Rosh Yeshiva oev steak. Est-ce que le Rosh Yeshiva aime le beefsteak? Non, en ivrite, steak, c'est... Bon, c'est un moussag, un concept. Encore une fois, je ne veux pas vous raconter la prichoute, la distance qu'il y avait parce que c'est pas pour nous, parce que le Rav Steinman, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est inimaginable comment c'est
c'est au-dessus de c'est pas... Je vous une parenthèse. On ne peut pas comprendre. Regardez, on a 3 de nos dolim nous ont quittés. Ces dernières années, Rav Eliashiv, Rav Wosner, Rav Steinman, le dénominateur commun, ils ont quitté largement après 100 ans. Rav Wosner, je peux vous témoigner qu'encore quelques semaines avant sa ptira, il faisait cours en public. À 102 ans, il faisait cours en public. Hein? Et il y a un monsieur qui me pose une question de contraception. Je dis, je ne peux pas te répondre, c'est trop difficile. Il allait demander à Rav Wosner encore quelques jours pour sa ptira. Rav Steinman nous a quittés vers 6h30 du matin. À 5h, il étudiait encore avec son petit-fils, Stein Krachatargo. On voit la longévité. Il ne mangeait rien. Mesdames, il ne mangeait rien. Pendant 50 ans, à midi, une pomme de terre. Il ne buvait rien. Entre les repas, c'était hors de question de boire quoi que ce soit. Ah, il y a l'émission, il faut boire. C'est pas des choses qu'on peut comprendre. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Je reviens. Alors, est-ce que vous aimez le beefsteak? Je ne sais pas ce que c'est. Kvod Arav, je peux vous en acheter un? Je ne vous donne pas la peine. Kvod Arav, est-ce que vous aimez la glace? Alors je demande là à son secrétaire, Boss Biller, qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Alors le garçon va continuer de regarder. Moi j'aime le steak, j'aime la glace. J'ai du goût là-dedans, mais j'ai pas de goût dans l'étude de la Torah. Les gens me disent, faut avoir du goût dans l'étude de la Torah, j'ai pas de goût. Einstein me dit, à tes yeux, quel est l'aliment le plus doux qu'il y a? Le garçon réfléchit, ce qui est le plus doux, c'est le miel. Si quelqu'un va te dire, Einstein lui a demandé, est-ce que le miel c'est pas bon? Alors le garçon dit, mais il a un problème psychiatrique. Il dit non, c'est pas sûr. Il y a peut-être des aftes, et ça le brûle lorsqu'il va manger le miel. Lorsqu'on a des aftes, on va faire attention. Si quelqu'un n'a pas de goût dans l'étude de la Torah, Hachem a dit c'est parce qu'il a des aftes, il a des impuretés. Il ne fait pas attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il écoute, c'est pour ça qu'il n'a pas de goût dans l'étude de la Torah. Il y a quelques années, Rav Steinman était très malade. Son petit-fils l'a entendu dire, il se préparait, il dit je vais bientôt partir, il se préparait pour là-bas. Son petit Rav Dalonsberg, avec une petite fille. Donc c'est la petite fille de Rav Steinman marie avec une petite fille de Rav Kanievski. Là, Rav Kanievski a dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on va faire sans Rav Steinman? C'est il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Alors quelqu'un s'est dit, ne te fais pas de soucis. Il va en vivre encore quelques bonnes années. Et Kvod Arav, il est en train de dire qu'il va partir. J'ai dit, écoute, depuis sa bar mitzvah, il parle comme ça. Pas très loin d'ici, un jour, il y a 25 ans, il était sandak à Jérusalem. Sur de Bnei Brak, il a passé devant Aram Nuchot, dans le cimetière. Il a commencé à se donner des coups de poing sur ses jambes, en se disant en yiddish, on dit, Vos bist du, qu'est-ce que tu vaux? Tu es rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Tu peux passer à côté d'un cimetière et pas penser à Yom HaMavet, à l'au-delà. Qu'est-ce que tu vaux déjà? Tu te remets pas en question. Tu es à côté d'un cimetière, tu continues comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu vaux? Toute sa vie, il vivait l'Olam Haba. Une fois, un avrech lui venu demander, vous voulez agrandir cet appartement, c'était un peu plus grand, mais il y avait un truc qui n'était pas tout à fait 100% cachère. Einstein lui a dit, regarde, maintenant tu as un petit appartement ici, mais là-bas tu as un grand appartement. Tu veux changer, avoir un grand appartement ici, un petit appartement là-bas? Il vivait Olam Hazé ici. Olam Haba ici. Il vivait tout le temps. C'était ce qu'il stressait. Il pensait qu'à ça. Un jour, pour partir en Amérique, on lui a dit à préparer sa valise. Et pourquoi j'ai besoin de tout ça? On va en Amérique, tous, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Avec de l'argent, pourquoi préparer la valise, tous les détails? Vous voulez
expliqué, bon, il vaut mieux être prêt. Ah, il va dire à Botaï, hein? On peut tout acheter, hein, mais la valise, on la prépare comme il faut. Lorsqu'on arrive en haut, là-bas, on ne peut plus rien acheter. Là-bas, on ne peut plus rien acheter. C'est maintenant qu'il faut préparer sa valise. Il avait un sens du Hémet. Et un jour, il était en avion. Il y a un millionnaire américain, Reb Shimon Glick. Il y a un avion privé. Et ils ont survolé les Niagara à fond, les chutes de Niagara. Alors, Reb Shimon Glick est venu chez Rav Steinman et a dit, regardez, ça c'est les chutes de Niagara, Niflaot à Bria. Il a demandé au pilote de refaire un tour. Alors Rav Steinman, il était assis d'un côté, il dit, pour voir par la fenêtre, il fallait de l'autre côté de l'avion, il se levait. Il a jeté un dixième de seconde un regard et il s'est rassis. Alors, mais pourquoi il n'a pas continué à regarder? Il a dit, je suis allé voir Niflot à briller la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la curiosité malsaine. Pas malsaine la curiosité. Je suis venu satisfaire c'est pas du feu d'Abria. Il s'est rassis. Il avait un sens du émet, de la vérité avec lui-même. On lui a demandé de signer. Il y a un collège à Bnei Brak qui s'appelle Nachlat Moshe. Et dans ce collège, on lui a demandé de signer un appel pour aider. Il y avait marqué là-bas dans l'appel qu'il y a 250 étudiants qui étudient dans ce collège. Alors Sheinman, il a demandé à celui qui est venu le faire signer, tu as compté? Il y a beaucoup de mots, mais si tu as compté, est-ce qu'il y en a 250? S'il y a 249, je ne peux pas signer. Pour une autre institution, il y a une très grande institution, il y a marqué dans l'appel qui veut signer qu'il y a des dizaines de cours hebdomadaires. Il dit, tu es sûr, tu as compté? J'ai téléphoné hier soir à mon dentiste, Jano Chaim. Vous le connaissez, c'est un niçois. J'ai entendu que Rav Stegman, son dentiste, il avait deux dentistes, un Jean Chaim et un Dr Cohen. J'ai entendu chez Dr Cohen qu'il n'a jamais accepté de faire la moindre anesthésie, peu importe la gravité des traitements qu'il devait faire. Il disait au dentiste, dites-moi 5 minutes avant de commencer, comme ça je me concentre dans une soubia difficile. Alors j'ai demandé à Dr Chaim, il dit il n'a jamais pris d'anesthésie. Lorsque, il y a quelques années, il était à l'hôpital, maintenant ils avaient un problème avec Rav Steinman. Parce que quelqu'un qui est malade, il se plaint. J'ai mal ici, j'ai mal là. Rav Steinman ne disait pas qu'il a mal, et même s'il sentait qu'il serait, il ne voulait pas dire où il avait mal. Un jour, sans doute, il avait des gros problèmes parce que son entourage craignait qu'il avait un infarctus, crise cardiaque. Parce qu'il avait, je précise, Rav Steinman, il avait toujours de la simcha, il avait toujours une simcha traïm, un sourire. C'est extraordinaire, mais il ne supportait pas la letzanout, les rigolos, les blagues comme ça, il ne supportait pas. Un jour, donc, il a dit il a des douleurs à la poitrine. Si Rav Steinman dit qu'il a des douleurs à la poitrine, c'était sans doute une crise cardiaque. Ils ont appelé le professeur Weinberger, c'est le chef de la médecine interne à Maïna Yeshua. Il est arrivé, il demande à Rosh Hashiva, qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'il voit que bon, Rav Steinman va bien. Bah bon, Hachem, c'est passé, j'ai fait tchouva. Je pense qu'il y a une histoire très connue, mais je vais raconter la suite de l'histoire. Quand Rav Steinman est rentré chez le Chazon Ish, c'était un jeune avrer. Rav Steinman est rentré, le Chazon Ish s'est levé devant Rav Steinman. Tout le monde a entendu cette histoire.
La suite de l'histoire, je l'ai entendu pendant l'Alvaya de mon maître Rav Moshe Klein. Il est rentré à la maison et il a commencé à pleurer. Il a dit, le peu d'olam Abba que j'avais encore, je l'ai perdu à cause du kavod que j'ai reçu. Comme ça, il a pleuré à sa rabbinite. On ne peut pas comprendre comment un être humain peut atteindre ces sommets. J'ai une fois entendu, c'est qu'en Israël, il y a des magasins, des quincailleries, on appelle ça Hadouk Tambour, Klebait, des magasins de quincaillerie. Ils ont 2 périodes de l'année où ils travaillent non-stop. Côté de mon voisin, il a une quincaillerie. C'est toute la famille, et du matin jusqu'à 2h du matin, de 6h jusqu'à 2h du matin, c'est la semaine d'avant Pessah, la semaine d'avant Sukkot. Là, c'est ce qu'on appelle high season. Et il y a les autres versants, c'est ceux qui vendent des arba minimes des etrogim. Entre Rosh Hashanah et Sukkot, il y en a un qui fois dit, je dors lorsque je suis au feu rouge. Rav Steinman, toute sa vie, c'était comme ça. Comme les quincailleries la semaine d'avant Pessah, ou avant Sukkot, et comme les marchands d'arba minim avant Sukkot. Il dort au feu rouge. Il ne dormait pas. C'est inimaginable. Je l'ai connu lorsqu'il n'était pas encore... il y a 30 ans. Et mesdames, les moftim, je vous ai dit, on peut pas apprendre... C'est pas pour nous, les moftim, les miracles qu'il a fait. Mais, regardez, je vais vous le dire avec tout de... Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le dire quand même. D'abord, lorsqu'on s'est marié, je suis un Français, j'ai pas reçu d'appartement, ni un quart d'appartement, ni un dixième. Bon. Et il y a quelques années, il y a 25 ans à peu près, j'ai commencé à faire des cours à un public qui peut se regoter peut-être tikva. J'ai demandé à Rav Steinman, je vais peut-être déjà raconter, mais on peut le raconter. Et ils m'ont proposé de l'argent. Je me demandais est-ce que je prends de l'argent. Il a dit non. Mais j'ai dit en yiddish, mais je dois bientôt commencer à marier mes enfants. Il a éclaté de rire. Avec ça, tu vas marier tes enfants. Est-ce qu'ils vont te donner? Il m'a donné sa bracha. Mesdames, on a notre appartement. Hachem nous a marié déjà 5 enfants. C'est la bracha de Rav Steinman. Donc tout ça, c'est des choses... Et c'est Korat Fila. On va essayer de résumer ce qu'on a vu. C'est important. Quand on entend des histoires, on entend tellement, on ne sait pas quoi, ce qu'il faut prendre avec soi. Première des choses, Ben Adam le Chavero. Ce qui le préoccupait avant tout, Ben Adam le Chavero. Qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les domaines, que ce soit la yeshiva, que ce soit les choses qu'on lui posait, sa priorité c'est ne pas blesser qu'un autre juif, penser au bien des autres juifs. On a vu ensuite la place de Rav Steinman. Pour lui, la Torah c'était l'Ika, il n'y avait rien d'autre, c'est pas l'Ika, c'est rien d'autre. Il a été marbé, yeshivot, kolelim, il a tout fait, il a poussé il y a des rachatot, des chaînes entières de kolelim, Sarabor, Lecha, tout ça, Weisbord, etc., tout ça, des choses. C'est racheté, tout ça, il a poussé pour que les gens, qu'il y ait un ribouille Torah, que les... Il y a 5-6 ans, lorsque Lapid était au pouvoir, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des xérotes terribles contre la yeshivot. Et donc les Gdolim sont rassemblés, les 3 moitiés de la Torah, ensemble, ont décrété qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu une manifestation avec 1 million de juifs, etc. Mais tout ça, Rav Steinman a dit au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'après lui, c'est ce qui a amené la délivrance, qui nous a sauvés des mains de Lapid. Il a dit, dans toutes les yeshivot, on doit pendant 3 jours, non-stop étudier, jour et nuit, faire des mishmor, des tours de garde, que la Torah ne s'arrête pas. La Torah, c'était lui, il a tout fait pour la Torah se renforce. Nous, en tant que Français, comprenons ce que c'est Da Torah. Da Torah, c'est savoir s'effacer. Da Torah, c'est lorsqu'on a un doute, on va demander à un rave,
C'est une question importante. Il y a date, Torah, c'est des choses qui dépassent les jeunes rabbinim comme moi. Il faut demander à des gens qui ont au-dessus de nous ce qu'on sait de date, Torah. Parfois ça plaît pas. Lorsqu'on écoute, on a la bracha. On a vu que Rav Steinemann, je vais raconter encore une histoire. Il y avait une famille à Bnei Brak, un Avrech, 12 enfants, ils s'en sortaient pas du tout. Et ils ne voulaient pas prendre d'argent de Koupat Tahir. Il ne voulait pas prendre. Il avait peur que si jamais il n'est pas vraiment pauvre, cet argent, ça va lui coûter très cher. Il ne voulait pas prendre. Reb David Schreiber, le gabay de Koupat Tahir, il est là chez Rav Steinman. Il dit, il sait que cet Avrech, il vient chez Rav Steinman à Purim. Et il dit, voilà, je vous donne une enveloppe avec $5,000. Vous lui donnez, quand il vient vous donner pour sa mère, il ne pourra pas refuser, ça vient de vous, pardonnez. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails de l'histoire. L'enveloppe a été égarée. Au niveau de la halakha, vous ne devez pas payer. Et il a pris de son argent, il a emprunté de l'argent pour de ses propres deniers donner ces $5,000. Alors David Schreiber lui a dit, mais vous n'avez pas besoin de payer pour telle raison. Hachem lui a dit, je peux te rajouter encore beaucoup d'autres raisons pour lesquelles j'ai besoin de payer. Mais j'ai raconté une histoire. Lorsque Rav Steinman a été sauvé, il devait être enrôlé en Pologne dans l'armée. Et donc il a pris la fuite. Il a passé, il avait tous les papiers, le passeport, etc. Et donc, il a dit, lorsqu'il est arrivé à la poste frontière, j'ai senti que j'avais peur. Pourtant, tous mes papiers étaient en ordre. J'avais peur si jamais je réponds mal. Je m'a dit, je suis prêt à payer $5,000 de ma poche pour éviter qu'en haut on me demande une question et je doive répondre à cette question. Non, $5,000, c'est sûr que c'était 100%. Voilà. Donc, on a parlé de la place particulière qu'avait la France aux yeux de Rav Steinman. Et on a mentionné que ceux qui vont dans les voies de Rav Steinman en France, aujourd'hui, vous avez parlé de les institutions de la rue Pavée, on voit la Siata d'Ishmaïa, malgré toutes les difficultés financières, la bracha que Rav Steinman a donnée. Je crois que son dernier voyage en Khoutsaïd que Rav Steinman a fait, à 100 ans, il est parti pour quelques heures, pour faire du chizouk. Parce que, pourquoi il partait en Khoutsaïd? Faire du chizouk, de quoi il parlait? De l'étude de la Torah, faire du chizouk. Voilà, que Hachem nous aide à apprendre et changer, apprendre à changer, nous améliorer, qu'il soit Melitziosser sur Klal Israël. J'aimerais terminer avec un tout petit détail d'Halakha. Vous savez qu'on est à la veille de Asara B'Tevet. Asara B'Tevet, jeudi, c'est le jeûne. Je vous rappelle brièvement. C'est que en fait la destruction du temple a commencé à Asara B'Tevet, c'est pour ça qu'on jeûne. Les femmes en bonne santé, une femme doit jeûner. Si elle est en bonne santé, elle doit jeûner. Si une femme n'est pas en bonne santé, pas en bonne santé ne veut pas dire qu'elle est en respiration assistée, en soins intensifs. Ça veut dire que si elle est grippée, elle a de la fièvre. Je ne parle pas d'une femme qui a une angine, des choses comme ça, même un sportif ne doit pas jeûner, même à Kippour, ça pourquoi il a le droit de jeûner. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne jeûne pas. Bonne santé, dire même si on est un petit peu malade, on pose la question à Rav. Les femmes qui allaitent ne jeûnent pas. Rav Vosne dit que les femmes qui sont enceintes doivent commencer le jeûne. Elles ne font pas le jeûne toute la journée, mais pour être mishtatef, il faut prendre part à un jeûne qui est un jeûne public. Donc les femmes enceintes repoussent un petit peu le petit déjeuner. Pas jusqu'à midi, mais jusqu'à ce qu'elles ressentent les premières crampes d'estomac. Si vous avez l'habitude de prendre un café à 7h, à 7h30, vous ressentirez que ça vous démange, que vous avez un peu soif, un peu faim. Là, vous cassez le jeûne. Voilà, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Merci de votre écoute. Là, je vais vous demander de rester assise pour que je puisse passer, s'il vous plaît.